Je ne dois pas avoir peur. La peur est le tueur de l'esprit. La peur est la petite mort qui entraîne l'anéantissement total. Nous devons aller plus loin. Nous devons avoir un état d'esprit stratégique. Nous devons construire pour demain. Il s'agit d'une transformation systémique du monde. Nous sommes plus que de la matière et plus que des machines biologiques. Le corps est traité comme un amalgame de pièces et de morceaux. Il s'agit simplement de comprendre suffisamment ces pièces et ces morceaux pour pouvoir les manipuler. Les gens ne réalisent pas que les soins médicaux modernes sont le premier facteur de mortalité à l'heure actuelle. Bientôt, certaines entreprises et certains gouvernements seront en mesure de pirater systématiquement tous les citoyens. Nous sommes désormais des animaux piratables. Je suis gynécologue obstétricienne à St. Pete, en Florida. Je peux affirmer que depuis le début de la campagne de vaccination, nous avons constaté dans notre cabinet une diminution du nombre de grossesses, ce qui représente 50% d'infertilité. Nous avons également constaté une augmentation du taux de fausses couches d'environ 50%, ainsi qu'une augmentation d'environ 25% des frottis anormaux et des tumeurs malignes du col de l'utérus dans notre région. Les autorités réglementaires de l'UE mettent en garde contre les effets néfastes sur le système immunitaire des injections de rappel de Covid-19. Les doses administrées tous les 4 mois pourraient finir par affaiblir le système immunitaire. Lorsque vous avez une société qui s'est dissociée des uns des autres, et qui a une anxiété flottante. Dans un sens, les choses n'ont pas de sens et nous ne pouvons pas comprendre. Un leader ou une série d'événements concentre alors l'attention de ces personnes sur un petit point, comme dans le cas de l'hypnose. Ils sont littéralement hypnotisés et peuvent être conduits n'importe où, plus près d'un autre câlin avec maman, pour faire des choses que nous adorons faire, pour retourner voir un match avec mon fils, pour se sentir à nouveau normal. Les vaccins Covid-19 sont soumis au même contrôle de sécurité que n'importe quel autre vaccin. Ils vous aideront à vous protéger, vous et vos proches. Se faire vacciner et suivre les conseils de santé publique est le meilleur moyen de s'en sortir. Chacune des vaccinations nous rapproche. Ceux qui ne s'adapteront pas à cette 4e révolution industrielle seront évincés. Ils perdront tout, y compris leur liberté. En bref, Klaus Schwab menace les chefs du gouvernement des 20 pays les plus industrialisés du monde de mettre en œuvre son programme de la grande réinitialisation dans leur pays. Cela va bien au-delà de la pandémie. Il s'agit d'un coup d'État mondial.
J'affronte ma peur. Je la laisserai passer sur moi et à travers moi. Quel est le lien, ou quel était le lien entre, comme vous l'avez mentionné dans votre livre, Sharon Tate et les 6 personnes massacrées au nord-ouest de Los Angeles par des adeptes de Charles Manson? Eh bien, il s'avère, et c'est la dernière chose que je cherchais lorsque je me suis lancée dans cette affaire, que Berkowitz, qui était membre d'un groupe du culte très sophistiqué venu d'Angleterre en 1967, il s'agissait d'un groupe de culte satanique, le culte d'Armageddon, et qui était connu comme l'église du processus du jugement dernier, et qui a débarqué en Amérique en 1967, et qui a établi des branches dans un certain nombre de villes américaines, et qui a été très actif en Californie. Et il existe des preuves assez solides que Charlie Manson lui-même a rejoint une communauté de transformation en Californie en 1968. En 1977, 9 ans plus tard, Berkowitz a également rejoint une communauté à New York. Ainsi, sur des côtes différentes, à des moments différents, la preuve est très très forte que Manson et Berkowitz ont tous deux appartenu à la même organisation. Qu'en est-il des penseurs critiques? Il existe une histoire cachée fascinante de notre monde, en particulier en ce qui concerne le système médical, qui est aujourd'hui un sujet brûlant. Est-il en fait construit sur d'anciennes croyances occultes? Je suis heureux de vous présenter David Whitehead, alias le guerrier de la vérité. Cela va bien au-delà de ce dont beaucoup de gens connaissent de l'histoire, et donc je faisais des recherches sur toutes ces choses bien avant que la pandémie frappe. Et je me souviens où j'en étais juste avant cela. En 2019, j'avais fait un projet de recherche sur les sectes, à la fois les cultes anciens et les cultes modernes pour cette émission, parce que nous voulions faire une émission sur ces cultes. Et j'ai dit, je vais vous apporter de vrais éléments sur les cultes. Toutes les informations que j'avais sur tous ces cultes, comme Jim Jones, l'église du processus du jugement dernier, l'ordre du temple solaire. Nous avons entendu parler de certaines de ces sectes effrayantes. Et ce qui était particulièrement étrange, alors que j'avais tout cela à l'esprit, c'était une sorte de modèle de secte, avec le chef de secte et l'adepte de la secte. Quel est donc le profil de ces deux sortes d'individus ?
Il s'agit de communautariser et de communautariser également le problème. Il ne s'agit pas seulement d'un syndrome de stress post-traumatique au niveau individuel, il s'agit d'une hystérie sociale. C'est une contagion de masse. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'épidémie dansante. Cherchez le mot, allez dans une encyclopédie en ligne et tapez épidémie dansante, hystérie de masse, contagion sociale, n'est-ce pas? C'est vieux comme le monde. L'Europe médiévale ne manquait pas d'épidémies super mortelles capables d'anéantir une grande partie de la population sans grand effort. Mais aucune d'entre elles n'était aussi amusante que le cas étrange de Frau Tropea et de l'épidémie dansante qui a poussé plus de 400 personnes à danser compulsivement dans les rues, certaines même jusqu'à la mort. L'histoire commence par une chaude journée de juillet 1518, lorsque Frau Tropea, femme au foyer allemande, sort de chez elle à Strasbourg et se met à danser sur un thème que personne d'autre ne peut entendre. Elle a dansé toute la journée dans les rues de sa petite ville, au grand embarras de son mari. Frau s'est arrêtée de danser pendant quelques heures, le temps d'un sommeil agité, avant de se réveiller le lendemain et de taper à nouveau du pied jusqu'au sang. Un attroupement se forme autour de cette femme apparemment folle, qui danse sans aucune raison, les pieds meurtris et ensanglantés. Quel spectacle de rue amusant, ont dû penser les villageois, alors que cette pauvre femme dansait jusqu'à ce que mort s'ensuive. Bientôt, elle n'était plus seule. Une troupe de danse s'est formée, composée d'une trentaine d'autres personnes qui ont attrapé la bougeotte et se sont jointes à elle dans un concours de danse spontané. Frau ne tarde pas à faire danser en fanfare une foule entière de personnes avec elle. La manie de la danse, comme on l'a appelée, s'est ensuite étendue à d'autres habitants de Strasbourg, avec des estimations allant jusqu'à 400 personnes, rejoignant involontairement son groupe de danse. Et cela s'est rapidement transformé en une véritable crise que le conseil municipal n'avait aucune idée de quelle façon la gérer. Dans les écoles de commerce, on n'apprend pas à gérer les raves spontanées et les crises. La seule chose sur laquelle ils étaient d'accord était que ces jeunes danseurs ne passaient pas un moment sensationnel. Les danseurs souffraient manifestement. Ils criaient à l'agonie et ils imploraient la pitié pour l'affliction bizarre dont ils souffraient. Alors que l'été s'étire et que les températures grimpent, jusqu'à 15 personnes par jour meurent en dansant dans les rues. David Bowie et Mick Jagger n'ont qu'à bien se tenir. Il est important de toujours prendre du recul par rapport à la trame des événements et aussi de voir que les personnes dont nous parlons sont irrécupérables. Vous commencez à parler ici de personnes qui vont peut-être nous accorder un peu de crédit, mais c'est évidemment un vœu pieux. Elles ne vont pas nous accorder de crédit, elles ne le feront jamais. En fait, lorsqu'ils sont confrontés aux faits que nous venons de mentionner, leur esprit se bloque et au lieu de progresser et de faire ce qu'il faut et de dire « je prends en compte ce que vous me dites », non, ils ne vont pas faire cela. Ce n'est même pas possible d'un point de vue psychologique. Ce qui est possible sur le plan psychologique, c'est de régresser encore davantage. Nous voulons le progrès, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons dit dans une autre émission que tout ce que nous critiquons d'une civilisation ne vise qu'à améliorer cette civilisation et non à continuer à la démolir. Une certaine dose de critique est nécessaire dans l'analyse, mais ils veulent la démolir et tout empoisonner. Nous voulons nous débarrasser de ces pourritures en espérant instaurer du mieux, mais c'est le contraire qui est vrai pour ces personnes. Vous pourriez mettre des tracts à leur porte, vous pourriez les attacher et leur mettre les évidences sous les yeux avec les preuves que oui, nous avons raison et qu'ils ont tort, mais ils ne le reconnaîtront jamais. Et ce qui se passe, c'est qu'ils régressent à un état politique et sociopolitique encore plus primitif. Ainsi, ils peuvent continuer à vous blâmer, à vous envier et à se livrer à d'autres attaques ad hominem en disant « Où sont vos références auprès des autorités qui m'importent tant ?» La substance même de ces structures sont empoisonnées, chaque cellule du système est en putréfaction, mais ils persistent en disant « Où sont vos références ? Je ne vous croirai pas tant que vous ne m'aurez pas montré. » L'expérience d'Ash est l'un des travaux de recherche les plus anciens et les plus connus en psychologie. Un volontaire est informé qu'il participe à un test de perception visuelle. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les autres participants sont des acteurs et il est le seul à participer au véritable test qui porte en fait sur la conformité du groupe.
L'expérience à laquelle vous allez participer aujourd'hui porte sur la perception de la longueur d'une ligne. Votre tâche consistera simplement à regarder la ligne ici à gauche et à indiquer laquelle des 3 lignes à droite lui est égale en longueur. Ici, on a demandé aux acteurs de mentionner les mauvaises lignes. Le volontaire sera surveillé pour voir s'il donne la bonne réponse ou s'il se conforme à la vision du groupe et donne la mauvaise réponse. Dans le premier test, la bonne réponse est 2. One. 2. 1. Dans le deuxième test, la bonne réponse est 2 aussi. 3. 3. L'expérience de H a été répétée de nombreuses fois et les résultats ont été confirmés à maintes reprises. Nous nous conformons au groupe car nous sommes des créatures très sociales et très sensibles à ce que pensent les gens autour de nous. Nous voulons être appréciés. Nous ne voulons pas avoir l'air de faire des vagues. Nous suivons donc le groupe, même si nous ne croyons pas ce que les gens disent. Nous suivons quand même le groupe. 1. La dynamique du groupe est l'une des forces les plus puissantes de la psychologie humaine. 1. Vous êtes psychothérapeute, psychanalyste, professeur à l'université de Gand en Belgique. Vous êtes spécialisé dans les mécanismes de phénomènes de masse et de pensée totalitaire, n'est-ce pas ? Je suis en effet professeur de psychologie clinique à l'université de Gand. Je suis également titulaire d'une maîtrise en statistique. Il faut des conditions très spécifiques pour qu'un phénomène de masse et qu'une pensée totalitaire émergent dans une société. Sans les médias, il n'est pas possible de créer un phénomène de masse ou de foule à grande échelle aujourd'hui et à l'échelle de ce qui s'est passé peu avant la Seconde Guerre mondiale dans l'Allemagne nazie. Puis dans la première partie du XXe siècle aussi en Union soviétique. Pour créer un phénomène de masse à cette échelle, il faut des médias de masse. 4 éléments doivent être réunis pour qu'un phénomène de masse à grande échelle puisse émerger. Si vous avez ces 4 éléments, le manque d'audace sociale, le manque de prise de conscience, l'anxiété flottante et le mécontentement psychologique flottant, alors la société est fortement exposée à l'émergence d'un phénomène de masse. Ces 4 conditions existaient peu avant la crise du corona. Il y avait comme une épidémie de burn-out. Plus de 40 à 70% des gens considéraient leur travail comme complètement insensé. Et si l'on considère l'utilisation des produits psychopharmaceutiques qui est énorme, eh bien cela montre l'ampleur du mécontentement dans notre société. Vous voyez donc que ces 4 conditions ont réellement existé. L'absence de prise de conscience, l'absence de liens sociaux, l'anxiété flottante et le mécontentement flottant. Il faut savoir que l'anxiété flottante est le phénomène psychologique le plus douloureux que l'on puisse connaître. So, what people want in this situation is something to connect their anxiety to. They are looking for an explanation for their anxiety. And now, if si cette anxiété flottante est très présente dans une population, and the media provide a narrative which et que les médias fournissent un narratif qui indique un objet d'anxiété et décrit en même temps une stratégie pour traiter cet objet d'anxiété, alors toute l'anxiété est liée à cet objet. Et les gens sont prêts à suivre la stratégie pour traiter cet objet, quel qu'en soit le coût. C'est ce qui se passe au début du phénomène de masse.
Then, in a second Puis dans un deuxième temps, people start les gens commencent une bataille collective et héroïque contre cet objet d'anxiété. and in that way, C'est ainsi qu'émerge un nouveau type de liens sociaux et un nouveau type de sentiments. suddenly, life Soudain, la vie est entièrement orientée vers la lutte contre l'objet de l'anxiété et de la même façon, l'établissement d'un nouveau lien avec les autres personnes. and that the sudden switch of a negative state Le passage soudain d'un état négatif, l'absence radicale de lien social, à l'opposé du lien social massif que l'on ressent dans une foule. the sudden switch leads up to a sort of mental intoxication. And that's Le passage soudain à une sorte d'intoxication mentale qui a pour effet sur les masses l'équivalent exact d'une hypnose. We could see a movie at 3. Making plans is like sex to me. It's what we've been waiting for. To embrace all that life has in store. It's time to make new memories. Once you got the vaccine, Hug your family. It's time to hug your family. Feeling so relieved. Oh yeah, we're feeling so relieved. No lockdowns, we're free. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont modelés, nos goûts formés, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. Nous sommes dominés par un nombre relativement faible de personnes qui comprennent les processus mentaux et les modèles sociétaux des masses. Ce sont eux qui tirent les fils, qui contrôlent l'esprit du public. Les personnes qui mènent la danse semblent être des maîtres de la psychologie humaine, qui savent comment nous mener sur une certaine voie pour que nous nous enfermions en somme dans notre propre tête. En fait, c'est ce qui sous-tend tout cela. L'une des choses que j'ai étudiées et qui m'a vraiment intriguée lorsque j'ai fait mes recherches sur les sectes est la suivante. Tout le monde écrit des livres et se concentre sur les dirigeants des sectes comme s'ils voulaient connaître le profil psychologique de Jim Jones ou de Charles Manson ou de n'importe qui d'autre. Mais je suis plus curieux de connaître la psychologie de tous les adeptes, de tous les fans enragés de ces personnes. Mes recherches m'ont emmené à me poser les questions suivantes. Comment Pol Pot a-t-il réussi à rallier les gens à sa cause? Comment Hitler a-t-il réussi à rallier les gens à sa cause? Comment Mao Tse-tung, Staline, n'importe quel tyran? Comment ont-ils créé des sortes de sectes politiques pour amener tout le monde à ce que le professeur Matthäus Desmondes appelle aujourd'hui la psychose de phénomènes de masse? Ils savent, ces personnes, ces leaders charismatiques, connaissent la science de la psychologie individuelle et plus spécifiquement la psychologie des masses. Un livre a été écrit au début des années 1900 par un certain Gustave Le Bon. Il s'intitule « Dans la foule, étude de l'esprit populaire ». C'est ce qu'il a appelé l'esprit populaire. Et puis Edward Bernay, qui a écrit le livre « Propagande », qui est probablement le livre qui se trouve sur l'étagère de tous vos médias grand public. Il a appelé cela l'esprit public. Et nous pensons de manière indépendante, nous échangeons des idées et nous pouvons penser de manière critique. Mais lorsque nous assistons à un match de hockey ou à un événement de masse, comme les funérailles de la reine ou la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, nous sacrifions en quelque sorte notre indépendance d'esprit et nous nous dissolvons dans le groupe à ce moment-là.
Ce n'est pas forcément négatif, cela peut faire partie d'une communauté, d'une culture, d'une nation, d'un groupe, d'une religion, etc. Mais c'est une faiblesse parce qu'il n'y a pas de pensée indépendante, il n'y a pas de pensée critique. Et le niveau de QI avec lequel vous travaillez lorsque vous sacrifiez votre propre intelligence et faites partie du troupeau diminue considérablement. En effet, vous essayez de maintenir l'équilibre avec tous ces gens et de conserver une pensée cohérente. Et vous ne pouvez pas vraiment avoir plus d'une pensée cohérente lorsque vous faites cela. Donc, s'ils parviennent à contrôler cette pensée, ils peuvent contourner votre propre esprit critique et ils peuvent alors vous manipuler. C'est la meilleure explication que je puisse donner à ce dont nous parlons. Et il ne s'agit pas d'une évolution naturelle de notre histoire ou d'un totalitarisme rampant. Les humains forment des groupes et c'est ainsi. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une science connue qui sait comment induire ce comportement de masse par le biais de la peur ou de la panique d'un ennemi ou d'une menace quelconque. Ensuite, ils disent « Nous devons nous rallier les uns aux autres et faire face à la menace. » Mais la menace rend les gens fous, ils cessent de penser de manière critique. Il est alors facile pour eux de semer des idées dans les esprits, et c'est ce que fait la propagande dans les médias. Ils utilisent toutes sortes de moyens, des phrases, des termes et des mots-clés. Ils utilisent des symboles très puissants. Jusqu'aux fréquences, les couleurs, le son, la lumière, la répétition. Il s'agit d'un tas d'ingrédients différents et je ne l'ai pas inventé, mais je me suis renseignée sur tout cela, vous savez. Lorsque les faits sont transformés en fiction et la fiction en fait, on cesse de débattre d'idées et on commence à débattre de conspirations. Je suis allée sur le site de la CIA et j'ai commencé à me renseigner sur MKUltra, le projet Offen, le projet ceci, le projet cela, et c'est sans fin la quantité de projets qu'a le gouvernement, et peu importe le pays dans lequel vous vivez. Ils ont dépensé des millions, voire des milliards de dollars pour essayer de comprendre comment fonctionne votre psychologie et plus précisément comment la manipuler et vous faire des choses contre votre volonté, mais en vous faisant croire que c'est votre volonté. Si l'on tient compte du fait que ce n'est pas nouveau et que ces connaissances étaient déjà connues dans les temps anciens par les rois, les reines, les monarques, les papes, etc., tout pour maintenir les masses dans une transe consensuelle. Nous appelons cela la transe du consensus parce que c'est une transe. Ce n'est pas une pensée indépendante. C'est comme si vous étiez en transe dans un état hypnotique. Pourquoi ont-ils eu besoin de travailler si dur pour acquérir toutes ces connaissances sur la manière de manipuler ou d'induire cela? Eh bien, c'est parce que tout simplement les gens vont se demander « Mais pourquoi ils nous font ça? Pourquoi seraient-ils si méchants ?» C'est simple. Ils veulent contrôler les terres, les ressources et les richesses. Et pour contrôler la terre, les ressources et les richesses, il faut contrôler les gens qui vivent sur cette terre, qui produisent ces ressources et qui créent ces richesses. Ils ont compris qu'il n'était plus nécessaire d'avoir des armées qui envahissent pour créer un empire et pour coloniser. Ils peuvent le faire en colonisant l'esprit par la suggestion hypnotique avec les télévisions et ils apportent le pain et les jeux comme ils le faisaient à Rome. Ils distraient les gens. Ils les maintiennent dans un principe du plaisir sensuel permanent et ils les maintiennent dans un esprit de ruche. Et c'est ainsi qu'il n'y a plus toutes ces pièces mobiles sur le tableau dont ils doivent s'occuper.
Ils ne veulent plus que certains individus arrivent à se faufiler et à sortir du lot. Et c'est ainsi qu'ils obtiennent un pouvoir total et qu'ils prennent le contrôle globalement. En quelques secondes, la puce est insérée et la transformation est terminée. Lorsqu'elles sont scannées, toutes les informations relatives au statut vaccinal d'une personne s'affichent sur un lecteur ou un téléphone. Aujourd'hui, les humains développent des pouvoirs encore plus importants qu'auparavant. Nous sommes réellement en train d'acquérir des pouvoirs divins. Le point clé de la psychologie, c'est de mettre tout cela sur la table et de l'examiner en parallèle avec la façon dont tout le monde a réagi au Covid. Et comment les médias en particulier ont fait en sorte que tout le monde aime à blâmer le Covid. Mais ils oublient le fait que tout ce que vous savez à ce sujet vous a été dit par Google. Qui vous a dit tout ce que vous savez à ce sujet? Où êtes-vous allé pour l'apprendre? Vous êtes allé vers les médias? Qui les possède et les contrôle? Qui sont leurs principaux actionnaires? Où se situe leur allégeance? Et lorsque vous découvrez qu'il ne s'agit pas d'organisations immédiates qui sont redevables à votre nation et à votre intérêt personnel, mais qu'elles sont redevables à des grandes sociétés multinationales, internationales, et à des familles privées et à des sociétés d'investissement qui ont leur propre agenda, nous pouvons nous questionner sur ce qu'il en est vraiment. Nous devons maintenant nous poser la question suivante. Pouvons-nous faire confiance aux sources d'informations que nous recevons? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, cela signifie que nous ne pouvons pas leur faire confiance, que nous devons devenir les médias et que nous devons nous informer. Le seuil de cycle est de 35 et dès que l'on atteint 42, eh bien, cela vous démontre presque 100% que vous avez un problème. Cela a donc été utilisé pour déclencher une pandémie de peur. Il fallait terrifier suffisamment les gens pour qu'ils y croient. Les collègues ont donc totalement manqué à leur devoir envers la population au Canada, car ils ont permis ces violations flagrantes de l'éthique. Ils ont permis de dissimuler les préjudices subis. Ils ont permis que ces traitements médicaux soient administrés ou soient ordonnés par des personnes qui n'en avaient pas le droit. Vous savez, que votre employeur vous dise que vous avez besoin d'un certain test ou d'un certain traitement devrait être illégal. Il n'est pas un praticien médical, il n'a pas de licence pour pratiquer la médecine. Seul un médecin devrait être en mesure de vous dire que vous avez besoin d'un traitement médical ou d'un test médical. Mais en même temps, dans ce cas, vous devriez avoir la liberté totale de décider si vous le voulez ou non. Et s'appauvrir en perdant son emploi est absolument absurde. Les collèges sont la seule organisation qui aurait dû mettre fin à ces violations de l'éthique et ils ne l'ont pas fait. Ils ont donc trahi. Ils sont en quelque sorte le chien de garde qui est censé garder les médecins dans le droit chemin. Mais en fait, ils ont été complices des actes horribles que nous avons vus ces 2 dernières années. « 29 mai 1960, accueil tumultueux de la population londonienne. Le roi Charles II revient d'exil et la monarchie est restaurée. C'est aussi le début d'une nouvelle ère pour la recherche scientifique et mathématique anglaise. Pour l'heure, une organisation pouvait être constituée pour la promotion de l'apprentissage expérimental de la physique et des mathématiques. La Royal Society reçut bientôt sa charte royale, mais pour apprécier son importance et ses objectifs, il faut remonter 60 ans en arrière au début du siècle. Francis Bacon et d'autres intellectuels étaient très préoccupés par l'état de l'apprentissage à cette époque, car ils estimaient qu'il était entravé par les philosophies traditionnelles enseignées dans les universités. Ces philosophies étaient fondées sur un système de logique exposé par Aristote, selon lequel des hypothèses sont formulées et ces conclusions sont tirées à partir de ces hypothèses. Selon Bacon, si les hypothèses de départ étaient erronées, les déductions devaient être insatisfaisantes.
Cependant, l'état de l'enseignement académique était tel que les hypothèses de longue date n'étaient pas remises en question. Bacon a donc proposé un plan de travail radical, son Instauratio Magna, qui permettra aux scientifiques de dépasser, selon lui, les limites de la science classique. C'est ainsi que son navire franchit les piliers d'Hercule pour atteindre les régions inexplorées qui s'ouvraient devant lui. Le fondement du projet de Bacon fut ce qu'il va appeler l'histoire naturelle. Celle-ci représente les faits de la nature à partir desquels la nouvelle science sera formée. Elle permet de définir le programme d'observation et d'expérimentation scientifique afin d'obtenir les faits de base incontestables dont tout le reste dépendra. Dans sa nouvelle Atlantide, écrite en 1626, Bacon envisage un collège scientifique, la maison de Salomon, où l'on trouvera des oratoires, des instruments, des observateurs, des expérimentateurs et d'autres personnes qui s'inspireront de ses travaux pour formuler les lois de la nature. La Nouvelle Atlantide et les autres écrits de Bacon ont suscité un grand intérêt par les érudits. Mais la maison de Salomon pouvait-elle être réalisée ? Nos origines remontent à un collège invisible datant de 1660, composé de philosophes et de médecins naturalistes. L'expression « collège invisible » a été rendue célèbre par les manifestes de la Rose-Croix. Événement précoce notable, 1665. Les transactions philosophiques commencent à être publiées sous la direction éditoriale de Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society. Cette revue est aujourd'hui la plus ancienne revue scientifique publiée sans interruption dans le monde et a établi les concepts de priorité scientifique et d'évaluation par les pairs. Naissance de la microbiologie. Anthony van Leeuwenhoek observe de petits animaux au microscope. C'est la première fois qu'il voit des micro-organismes. La Royal Society reprend son observation et la science de la microbiologie est née. La Royal Society publie le principe mathématique de Sir Isaac Newton. Ce livre reste l'un des plus influents de tous les temps. 1714, premier rapport anglais sur l'inoculation-vaccination. Les sceptiques diront que c'est en réalité l'assainissement, l'isolement et l'hygiène qui ont été les principaux moyens d'éradiquer et de prévenir les épidémies de variole, indépendamment de la vaccination. La pratique de l'inoculation tend manifestement à étendre la contagion. Car une maladie contagieuse est produite par l'inoculation, là où elle n'aurait pas été produite autrement. Le lieu où elle est ainsi produite devient un centre de contagion. Ces foyers de contagion sont manifestement multipliés très fortement par l'inoculation. 1764, la pratique de l'inoculation véritablement déclarée. La Royal Society est la société scientifique la plus ancienne et la plus respectée du monde. Les fondateurs ont été les premiers scientifiques et les derniers sorciers.
Est-ce vrai? Les fondateurs de la science moderne étaient tous d'anciens étudiants d'art occulte. Et si cela était tout simplement le nouveau nom d'un ancien culte alchimique? Peut-être que la guerre bactériologique peut s'avérer efficace. Le socialisme, particulièrement le socialisme international, n'est possible en tant que système stable que si la population est immobile ou presque. Cela n'est plus invisible. Quand ma peur sera passée, je regarderai à l'intérieur de moi-même pour voir le chemin parcouru. Exactly. And that's why the people that Exactement, et c'est pourquoi les gens que nous voyons qui sont visibles à la télévision et à ces congrès et conventions, et je parle de personnes de haut niveau, je parle de personnes de haut niveau comme Henry Kissinger, Al Gore et Bill Clinton et d'autres personnes de ce niveau. Ce que nous avons vu, c'est que tout le monde espérait un soutien bipartisan et ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. the Windsors, Les Windsor, la famille royale. Dialing in from London, it was a message to a global audience. Only some able to gather in Paris. En provenance de Londres, ce message s'adressait à un groupe mondial. Le prince est convaincu que le Covid-19 a montré que le monde doit et peut agir maintenant sur le changement climatique. Le consensus et les objectifs intentionnels ne sont que les premières étapes. these are the people we see and we can hear from. Ce sont des gens que l'on voit et que l'on entend, mais ils relèvent de quelqu'un de plus haut placé qu'eux. Si vous ne le croyez pas, ils se feront un plaisir de vous le dire eux-mêmes. L'une des sociétés secrètes les plus puissantes au monde, pas la seule, mais l'une des plus puissantes, s'appelait les Illuminati de Bavière. Veuillez m'excuser si vous connaissez certains de ces documents, mais je suppose que les personnes qui sont ici ce soir pour la première fois, soyez les bienvenus. Vous êtes venus ici pour la vérité, vous allez l'obtenir. L'une des sociétés secrètes les plus puissantes au monde, les Illuminati de Bavière, a été fondée par un Allemand, Adam Weishaupt. Mais le flambeau a ensuite été transmis au célèbre révolutionnaire italien Giuseppe Mazzini. Lisons ses propres mots à propos de son ordre. La société secrète dit « Nous formons une association de frères dans tous les points du globe. Pourtant, il y a un invisible qui peut à peine être ressenti, mais qui pèse sur nous. D'où vient-il? Où est-il? Personne ne le sait. Ou du moins personne ne le dit. Cette association est secrète, même pour nous, les vétérans de la société secrète. Le chef des Illuminati vous le dit, il y a quelque chose au-dessus de nous. Il s'agit en fait du Club de Rome. Vous pouvez d'ailleurs récupérer ce logo du site internet où nous l'avons obtenu. En gros, son but est d'agir en tant que catalyseur international non officiel du changement.
Voici un extrait de leur site internet. Une autre nouveauté a été la décision d'inviter des personnalités mondiales éminentes qui partagent les préoccupations du club à devenir membres honoraires, même si leur position les empêche de prendre publiquement position, comme dans le cas de la reine des Pays-Bas et du roi et de la reine d'Espagne. Ils peuvent apporter un soutien moral précieux, ce qu'ils font d'ailleurs, mais parmi les autres membres, citons l'ancien président Gorbatchev, l'ancien président allemand Richard von Weizsäcker, le premier président de la Tchécoslovaquie, nouvellement démocratique, le président de la Hongrie, le président de l'Argentine, etc. Certains des hommes les plus riches et les plus puissants du monde se rencontrent ici pour planifier l'avenir. Vous croyez probablement que Kofi Annan est le secrétaire général des Nations Unies, mais il n'est qu'une figure de proue pour l'homme qui dirige réellement les Nations Unies. Il s'appelle Maurice Strong, membre du Club de Rome, et Maurice Strong, bien sûr, a été le premier secrétaire général du premier sommet de la Terre en 1972, ou le deuxième secrétaire général du sommet de la Terre en 1992, et le secrétaire général du troisième sommet de la Terre en 1997. Il a bien sûr publié le rapport d'évaluation de la biodiversité mondiale qui appelle réellement à la perturbation totale de la civilisation occidentale. Il aurait déclaré que la seule façon de sauver la Terre est de détruire la civilisation occidentale. Il possède une petite ferme dans le Colorado appelée Baca. Il s'agit d'une ferme d'environ 100 000 acres où se réunissent des occultistes du monde entier, des sorciers, des guérisseurs, des chamans, des satanistes, ainsi que Shirley MacLaine. Barry Goldwater, à la page 280 de son livre « Sans aucune gêne », dit en substance ceci. Il est destiné à être le véhicule d'une consolidation multinationale des intérêts commerciaux et bancaires. En d'autres termes, dans le monde entier, ils vont s'emparer des intérêts bancaires et commerciaux, mais ils vont le faire en prenant le contrôle du gouvernement politique des États-Unis. Il s'agit là d'une déclaration assez forte, dont on pourrait penser que les gens parleraient si quelqu'un voulait prendre le contrôle du gouvernement politique aux États-Unis. Ce qui suggère qu'ils veulent vraiment une dictature, ou peut-être qu'il y a déjà une dictature. Du 17 au 23 janvier 2007, aucun Canadien ne pourra entrer aux États-Unis en janvier prochain sans passeport. Depuis quelques années, tous les passeports sont dotés d'une puce RFID passive, ce qui signifie qu'à une distance de 1,20 m, on peut scanner votre passeport et savoir qui vous êtes. Mais il est prévu de passer à terme à un passeport actif capable de vous localiser jusqu'à 1 m3. Et vous devrez avoir vos papiers sur vous. Sinon, vous serez immédiatement détenu et mis en quarantaine. Et on vous demandera des identifiants biométriques et d'autres éléments, dont une analyse ADN. Ils ont donc tout mis en place pour tracer l'ADN de chaque personne sur la planète. Et tout est en train de se mettre en place en ce moment. Si vous pensez que la politique est corrompue, la médecine l'est 1000 fois plus. 1000 fois parce que les victimes sont soit mortes, soit mourantes, soit souhaitent l'être. Ils nous ont maintenus dans l'ignorance de ce que nous sommes et de la nature de la réalité que ces scientifiques connaissent pour la plupart d'entre eux, ainsi que leur organisation secrète depuis des milliers d'années. Ils nous ont maintenus dans l'ignorance de ce que nous sommes et de la nature de la réalité que ces scientifiques connaissent pour la plupart d'entre eux, ainsi que leur organisation secrète depuis des milliers d'années.
Et là où ma peur est partie, il n'y aura rien. Il ne restera que moi. Les turbulences de notre époque exigent des personnes fortes, avec un sens clair de l'identité, de la compétence et des valeurs. L'effondrement du consensus culturel, l'absence de modèles dignes de ce nom, le peu d'intérêt de la scène publique pour inspirer notre allégeance et le changement rapide des caractéristiques permanentes de nos vies nous désorientent. C'est un moment dangereux de l'histoire de ne pas savoir qui nous sommes ou de ne pas nous faire confiance. Vous voyez, vous êtes peut-être fataliste si vous pensez que vous êtes une sorte de marionnette animée par la vie. Mais du point de vue que j'exprime, le vrai vous n'est pas une marionnette animée par la vie. Le vrai vous, au plus profond de vous, c'est l'univers tout entier. Vous êtes quelque chose que l'univers entier fait, de la même manière qu'une vague est quelque chose que l'océan entier fait. Et c'est ce que fait votre organisme vivant, et tout son comportement est exprimé comme un chanteur chante une chanson. Il s'agit souvent de cela, de perceptions inférieures, de perceptions confuses. Il s'agit de l'identité de soi. C'est donc une question d'identité personnelle. Si les gens continuent à s'identifier en tant qu'être humain, non pas que l'être humain ne soit pas l'expérience que nous vivons, mais l'être humain en pensant qu'ils sont leur nom, qu'ils sont leur sexualité, leur race, leur religion, leur niveau de revenu, alors nous n'avons aucune chance d'échapper au piège. Le moyen de sortir du piège est de réaliser qu'il n'y a pas de piège. Mais si vous vous identifiez à un niveau d'esprit de tout ce qui a été et qui sera toujours, nous sommes éternels, indestructibles et infinis. Et c'est ce que nous sommes, et ce n'est pas un concept. Nous sommes conçus comme tels. Nous le vivons. Vous le savez, vous savez que vous êtes l'esprit, vous savez que vous êtes tout ce qui a été, et peut-être vous savez qu'il n'y a rien que vous ne puissiez créer, manifester. Il n'y a rien qui puisse vous arrêter, que vous êtes inarrêtable. Et vous êtes ici. Et c'est cette prise de conscience que cette secte et ses maîtres démoniaques ne veulent littéralement pas que nous comprenions.
Et s'il y avait un lien entre les causes profondes des maladies du corps et les maladies de l'esprit, comme la peur par exemple? Vivre dans un état d'anxiété permanent favorise-t-il la santé ou la dégrade-t-il? La question suivante est celle-ci. Et s'il existait un lien entre la santé du corps et de l'esprit au niveau individuel et la santé d'une nation, d'une civilisation ou même d'une planète? Que la cause première de la maladie soit les virus et la contagion, comme le proposent les théoriciens des germes, ou qu'elle soit purement liée au terrain et que les virus ne soient pas du tout ce que nous pensons qu'ils sont. Ou peut-être s'agit-il d'un peu des deux ou d'une toute autre explication? Je pense que ces apothicaires d'élite savent parfaitement comment guérir et prévenir les maladies, mais aussi comment les créer grâce à une connaissance approfondie des éléments naturels, de la biologie humaine et, plus important encore, comme je l'ai démontré dans ce chapitre, de la psychologie humaine. Quelle qu'en soit la source ultime, les solutions aux maladies physiques et au pouvoir de la peur qui tue l'esprit se trouvent en chacun de nous. La santé est une question d'équilibre. Et c'est en fin de compte un travail intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour faire face aux diverses formes de nuisance, de peur et de tyrannie en vous. Vous êtes plus grand et plus puissant que vous ne le pensez. Comment le saurions-nous alors qu'on nous a menti toute notre vie? Une fois que vous réalisez le pouvoir que vous possédez, vous êtes à l'abri du faux pouvoir de ce culte qui exige que vous les croyiez aveuglément au détriment de l'intelligence de votre propre esprit. Mais la croyance peut être déjouée. Connaître la vérité, c'est toujours dangereux pour le mensonge.